Sur la piste d'un meurtrier, des enquêteurs trouvent un indice important. Ils sont convaincus que cet indice les mènera droit vers le coupable, mais ils se retrouvent bientôt dans une impasse. Un homme signale la disparition de sa femme. Sa voiture est l'élément de preuve le plus important dont disposent les détectives. Grâce au témoignage de quelques voisins indiscrets, ils parviendront à élucider cette disparition. Une femme disparaît 4 mois après son mariage. Lorsque son cadavre est découvert, il est évident qu'il ne s'agissait pas d'une fugue. Les experts ont seulement quelques indices pour identifier son meurtrier. Certaines personnes sans scrupules n'hésitent pas à mettre fin à leur mariage par un meurtre. La police doit tout mettre en œuvre pour établir qu'il y a eu homicide et ainsi révéler leur serment rompu. À l'aube du 28 décembre 1995, Melinda et David McLean se rendirent chez leur belle-sœur Rebecca Vargas. Cette dernière habitait à quelques pâtés de maison de chez eux. Rebecca venait de se séparer d'avec son mari et avait emménagé depuis peu dans ce logement à Ogden, dans l'Utah, aux États-Unis. Elle avait dit à son mari, Stephen, qu'elle avait quelques courses à faire et qu'elle serait de retour chez elle dans 1 heure ou 2. Stephen avait demandé aux McLean d'aller jeter un coup d'œil chez elle, car elle ne semblait pas être revenue. Ça ne posait pas de problème puisqu'ils habitaient tout près et que Melinda était la meilleure amie de Rebecca. Cette dernière n'était pas là, mais tout semblait paisible. Rien ne les préparait à ce qu'ils s'apprêtaient à voir. Le corps de Rebecca Vargas gisait à l'extérieur de la maison, au milieu de feuilles mortes. Le soleil n'était pas encore levé lorsque le service d'enquête criminelle de Weber County commença l'analyse de la scène du crime. Le chemisier de la victime avait été relevé. Au premier coup d'œil, l'état de ses vêtements semblait indiquer qu'elle avait été violée. Un examen plus poussé révéla que ce n'était peut-être pas si simple. L'expert Russ Dean croit que la scène avait été maquillée. C'est comme si son corps avait été traîné. Son bras était sous son corps comme si quelqu'un l'avait tiré. Sa veste avait été enlevée et se trouvait sous le corps. Les feuilles s'étaient accumulées à certains endroits autour de ses bras et de ses jambes. Il n'y avait aucune autre indication de quelque agression sexuelle que ce soit. En fait, malgré une blessure à la tête, le sang se trouvait surtout à ses pieds, ce qui indiquait qu'on avait complètement retourné le corps. De toute évidence, celui qui avait fait ça avait voulu duper les enquêteurs. L'équipe d'experts légistes recueillit un trousseau de clés, un briquet, des fragments de feuilles maculées de sang et l'arme présumée du crime. Une torche électrique brisée, tachée de sang, autour de laquelle étaient enroulés des cheveux. Comme la torche électrique semblait être l'indice le plus important, elle fut tout de suite envoyée au laboratoire judiciaire de Salt Lake City. Les agents de police avaient remarqué des empreintes sur les taches de sang de la torche électrique. Selon l'expert Scott Spute, une empreinte digitale faite avec du sang est tout aussi incriminante qu'une arme encore fumante. Avec cette empreinte de sang, par exemple, nous savions qu'il s'agissait du sang de la victime. Il ne s'agissait pas de son doigt, mais du doigt d'une autre personne. C'était un indice très important, car il pouvait nous permettre d'identifier la personne qui se trouvait sur la scène du crime.
Mais il ne fallait surtout pas négliger les autres indices. Les experts du laboratoire poursuivirent leur examen de la torche électrique. Toutes les empreintes n'étaient pas visibles à l'œil nu. On devrait utiliser 2 procédés différents. Les empreintes de sang peuvent s'écailler et disparaître car elles ne sont pas grasses. Afin de les fixer, la torche électrique devrait être chauffée à 100 degrés pendant quelques minutes. Après l'avoir chauffé, j'ajoute une teinture noire à base d'acide aminé. Ce produit entre en réaction avec le sang et le fait apparaître. Bien souvent, cela nous permet de retrouver des traces de sang invisibles à l'œil nu. Auparavant, la torche électrique est soumise à la vapeur d'une supercolle. L'adhésif emprisonne l'humidité de l'empreinte et forme autour d'elle comme une coquille qui la protège. On applique ensuite la teinture qui adhère à la colle. Les empreintes deviennent alors apparentes sous un éclairage ultraviolet. L'analyste ne découvrit pas d'autres empreintes. Celles qui avaient été relevées devraient suffire. Dès qu'on disposerait d'un suspect, on pourrait procéder à la comparaison. Pendant la série d'analyses, Melinda McLean et son mari furent convoqués au poste de police pour faire une déposition. Melinda déclara à la police que Rebecca Vargas était sa meilleure amie depuis 14 ans. Rebecca avait épousé son frère Steven Vargas 9 ans plus tôt, mais leur mariage ne fonctionnait plus. Selon Melinda, la séparation s'était faite à l'amiable. Il ne semblait pas y avoir de tension dans le couple, en dépit du fait que Rebecca entretenait une liaison et qu'il était fort possible que Steven soit au courant. Il avait même appelé la police afin de s'assurer que tout allait bien chez elle. Lorsqu'on lui avait répondu qu'aucun agent n'était disponible, il avait décidé d'appeler les McLean. À l'autre bout du couloir, David McLean donna la même version des faits que sa femme. Selon lui, Steven Vargas avait appelé un peu avant 23 heures. Steven était inquiet parce que Rebecca était partie depuis longtemps et qu'aucune lumière n'était allumée chez elle. David McLean et sa femme s'étaient alors rendus chez elle. La voiture de Rebecca était bien garée dans l'entrée, mais personne n'avait répondu à la porte. Le couple avait alors tenté de regarder par une des fenêtres et avait entendu des gémissements. Peut-être était-elle avec son amant. Ils avaient décidé de s'en aller. Ils s'étaient arrêtés à une cabine téléphonique pour appeler Steven et le rassurer. Ils lui firent part de ce qu'ils avaient entendu, puis montèrent en voiture et rentrèrent chez eux. Mais ils étaient intrigués par ces gémissements et avaient décidé de retourner chez Rebecca un peu plus tard. Ils avaient alors aperçu la Jeep de Steven stationnée devant la maison. Ce dernier surgit bientôt du côté de la maison, monta à bord de son véhicule et démarra. David parvint à rejoindre la Jeep de Steven. Ce dernier portait une robe de chambre et des pantoufles. Il leur confia qu'il avait voulu vérifier personnellement comment Rebecca se portait. Il leur demanda de ne révéler à personne qu'il était allé chez elle. Steven les avait appelés le lendemain matin pour leur dire que Rebecca n'était toujours pas rentrée. Il leur avait à nouveau demandé de retourner chez elle pour vérifier. C'est à ce moment-là qu'ils avaient fait la macabre découverte. L'autopsie révéla que l'arme du crime n'était pas la torche électrique. Cependant, le meurtrier s'en était peut-être servi pour assujettir la victime. La forme de la blessure indiquait qu'elle avait été frappée avec un marteau ou un autre objet de forme semblable. Le meurtrier avait été assez intelligent pour ne pas le laisser derrière lui.
La police espérait qu'il restait quand même quelques indices. Pendant ce temps, l'interrogatoire des McLean se poursuivait au poste de police. Leur version détaillée semblait toujours pivoter autour de Steven Vargas. Puis tout à coup, la standardiste avisa le détective David Willoft que Vargas était au bout du fil, mais qu'il n'appelait pas au sujet de sa femme. Elle m'a dit qu'il était au téléphone et qu'il voulait savoir si son beau-frère et sa sœur étaient là. Je lui ai dit de lui répondre qu'ils étaient bien là, que nous étions en train de les interroger et que nous voulions le rencontrer lui aussi. Steven fut avisé du meurtre de Rebecca. La police l'informa ensuite que sa sœur et son beau-frère étaient hors de tout soupçon, mais qu'il n'en allait pas de même pour lui, puisqu'il avait été vu sur la scène du crime. Vargas reconnut qu'il était bien allé chez sa femme, comme les McLean l'avaient déclaré, qu'il avait jeté un coup d'œil par la fenêtre, mais n'avait rien vu ou entendu d'anormal. Sur la base de ces déclarations et du témoignage des McLean, la police obtint un mandat de perquisition du véhicule de Vargas et l'obligea à fournir un échantillon de son sang et ses empreintes digitales. Les experts ne laissèrent rien au hasard. Malheureusement, ils ne purent recueillir que quelques fragments de feuilles dans la Jeep. Quelqu'un semblait y avoir passé l'aspirateur peu de temps auparavant. Après l'examen, le véhicule fut remis à Vargas et on le relâcha. Il fallait espérer ne pas avoir besoin de recourir à ces minuscules fragments de feuilles. Maintenant que la police disposait des empreintes de Vargas, il serait au moins possible de les comparer aux empreintes découvertes sur la torche électrique. Les analystes constatèrent que la plupart d'entre elles correspondaient bien à celles de Vargas. Mais c'était plausible compte tenu que la torche lui appartenait. La seule empreinte importante était celle qui avait été faite dans le sang. L'empreinte était en forme d'arc en tente, soit 2 arcs se rejoignant au centre. Des 10 types de dessins digitaux, les arcs en tente sont les plus rares. « 5% seulement de la population présente ces caractéristiques. Steven Vargas faisait partie de ce groupe. Mais l'empreinte découverte sur la torche électrique n'était pas assez précise pour prouver hors de tout doute qu'il s'agissait bien de lui. Les détectives qui enquêtaient sur l'homicide de Rebecca Vargas se retrouvaient sans aucune autre piste à explorer. Les autres indices étaient rares et minces. Après avoir éliminé la torche électrique, il ne nous restait plus que les quelques fragments de feuilles recueillis dans la Jeep. S'il y avait quelques traces de sang sur les fragments de feuilles, peut-être que la poursuite pourrait convaincre le jury que Steven Vargas avait dû obligatoirement se trouver tout près du corps. L'analyse des minuscules fragments fut confiée à la spécialiste Pilar Shortsleeve. Il était difficile de déterminer s'il y avait du sang sur ces feuilles colorées. Nous avons d'abord utilisé un stéréoscope pour examiner les feuilles et nous faire une première idée. Ensuite, nous avons procédé aux tests préliminaires. Il y avait bien des traces de sang sur 2 des 5 fragments de feuilles, mais il restait encore à prouver qu'il s'agissait du sang de la victime. Shortsleeve s'empressa d'envoyer les échantillons au laboratoire d'ADN avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque du sang ou d'autres liquides organiques se retrouvent sur le sol ou qu'ils sont en contact avec des bactéries, ces bactéries commencent tout de suite à détruire l'échantillon. Elles détruisent les cellules et pénètrent même l'ADN. Il faudrait plusieurs semaines au laboratoire avant d'obtenir des résultats. Pendant ce temps, les détectives ne perdirent pas une seconde.
Au cas où les résultats se révéleraient négatifs, ils abordèrent l'enquête sous un nouvel angle. Ils obtinrent un mandat de perquisition de l'appartement de Vargas. Les agents avaient pour tâche de retrouver la robe de chambre et les pantoufles que le suspect portait sur la scène du crime. S'il avait battu sa femme à mort, on y retrouverait forcément des traces de sang. Vargas avait laissé ses vêtements à la vue, faciles à trouver. Sa robe de chambre venait tout juste d'être lavée. Il n'y avait aucune trace de feuilles ou d'autres débris sur ses pantoufles. C'était étrange, compte tenu qu'il avait reconnu les avoir aux pieds la nuit du meurtre. Steven Vargas semblait bénéficier d'une longueur d'avance sur nous, qui lui permettait d'éliminer tout indice physique pouvant le relier à la scène du crime. Il devançait chacune de nos initiatives. Mais Vargas fut cependant incapable d'éliminer un indice qui se trouvait à quelques 600 km de chez lui, soit à Cheyenne, dans le Wyoming. Après plusieurs semaines de tergiversation, Robert Escovel, le demi-frère de Vargas, téléphona à la police. Avant le meurtre de Rebecca, Steven lui avait demandé un service. Steven lui avait demandé de tuer Rebecca à sa place. La ligne téléphonique d'Escovel fut mise sur écoute et la police lui demanda d'appeler Vargas et de l'amener à parler de cette conversation qu'ils avaient eue ensemble. Steven a tout nié. Il a déclaré ne pas se souvenir de cette conversation, que c'était une blague. Et vers la fin, il a même proféré des menaces. La police n'était peut-être pas parvenue à le faire passer aux aveux, mais pouvait cependant procéder à son arrestation. Vargas fut arrêté le 11 janvier 1996 pour le meurtre de sa femme. Les détectives espéraient seulement avoir assez de preuves pour le faire condamner. Un mois plus tard, les analyses des débris de feuilles découverts dans sa Jeep furent enfin terminées. L'ADN du sang sur les fragments était celui de Rebecca Vargas. La poursuite disposait enfin de la preuve qui allait permettre de faire condamner Steven Vargas. La police procéda à la reconstitution des événements à partir des indices obtenus. Steven Vargas était furieux contre sa femme qui lui était infidèle et il avait demandé le divorce. Il était allé la confronter chez elle et ils s'étaient disputés. Puis la tension avait commencé à monter. C'est alors qu'il l'avait frappée avec la torche électrique et qu'elle avait perdu connaissance. Il l'avait traînée à l'extérieur sur le côté de la maison, la croyant morte. Il espérait que le corps serait découvert par quelqu'un d'autre que lui, et c'est pourquoi il avait demandé au McLean d'aller jeter un coup d'œil chez elle. Le couple avait entendu les gémissements et cru que Rebecca se trouvait avec son amant. Lorsque Steven avait su que Rebecca était encore en vie, il était retourné chez elle terminer ce qu'il avait commencé et avait utilisé une arme plus efficace. Toute l'histoire se trouvait dans ces quelques fragments de feuilles. Steven Vargas fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à 20 ans d'emprisonnement. Dans cette enquête, la police disposait du corps de la victime. Malheureusement, lorsqu'une personne est portée disparue, il est parfois difficile de démontrer qu'un homicide a effectivement eu lieu. Dans ce cas, le nom des victimes et du meurtrier ont été changés. Le matin du 31 juillet 1987, Dan Remington de San Diego en Californie conduisit ses enfants à la garderie. En chemin, il remarqua la voiture de son épouse abandonnée au bord de la route. Afin d'éviter d'alarmer ses enfants, il les conduisit jusqu'à la garderie et retourna à toute vitesse chez lui pour alerter la police. La police de San Diego dépêcha un agent. En se rendant à la résidence de Remington, ce dernier s'arrêta pour examiner la voiture. Un des pneus était crevé, les portières étaient verrouillées et il ne semblait pas y avoir de roue de secours. Il n'y avait aucune trace de Liz Remington, la jeune femme de 29 ans.
Lorsque l'agent de police interrogea Dan Remington, ce dernier déclara avoir vu sa femme pour la dernière fois la veille, à 22h30, au moment où elle partait travailler. Après avoir aperçu sa voiture abandonnée à 7h30, il avait téléphoné à l'hôpital où elle était infirmière au service de maternité, mais personne ne l'avait vue. Remington reconnut que leur mariage traversait une période difficile. Après 12 ans de vie commune, ils envisageaient le divorce. Dan remit un double de la clé de la voiture à l'agent et lui donna l'autorisation de la fouiller. L'enquête fut immédiatement confiée au service des homicides, en dépit du fait qu'il ne s'agissait que d'une disparition. Les spécialistes de la section des homicides étaient les seuls à disposer des ressources adéquates pour recueillir et conserver les indices importants. À première vue, il n'y avait rien d'anormal dans la voiture. Elle fut remorquée à la fourrière de la police. Ainsi, elle pourrait être réexaminée et les indices qui avaient échappé à la première équipe ne seraient pas perdus. Les détectives se rendirent à la station-service la plus près de la voiture abandonnée afin de vérifier si Liz s'y était rendue à la suite de sa crevaison. Selon le commis, elle était bien venue la veille. Elle avait demandé de la monnaie pour téléphoner. Il ignorait qui elle avait appelé. Les détectives se rappelaient que Dan avait déclaré à la police qu'elle n'avait pas appelé à la maison. Elle était peut-être partie avec un autre homme. Mais la sœur de Liz déclara à la police que c'était tout simplement impossible. Ce n'était pas le genre de femme à prendre la fuite parce que son mariage était en difficulté. De plus, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Selon le sergent Dennis Brugos de la police de San Diego, le profil dressé par la sœur de Liz était plausible. Elle faisait du bénévolat à l'école. Elle participait aux activités sportives. Ce n'était pas le genre de femme à quitter ainsi sa famille. La sœur de Liz fut surprise d'apprendre qu'il n'y avait pas de roue de secours dans le coffre arrière. Dan avait pourtant fait la vidange 2 semaines plus tôt et vérifié que rien n'y manquait, en particulier la roue de secours. Les agents interrogèrent les voisins des Remington. Plusieurs d'entre eux avaient remarqué que la relation entre Liz et Dan s'était détériorée. Cette information pouvait se révéler utile plus tard, mais pour le moment, il était impossible de déterminer qu'un homicide avait été commis. Au moment de la disparition de Liz Remington, la police de San Diego était aux prises avec un tueur en série. Comme rien ne démontrait que la jeune femme avait été enlevée contre son gré, la police dut s'occuper de ses autres meurtres en priorité. Nous n'avions pas de cadavre, pas d'armes, ce qui en faisait une autre personne disparue parmi tant d'autres aux États-Unis. À ce moment-là, nous enquêtions sur une série de meurtres. Nous avions découvert une quarantaine de femmes assassinées dans le secteur de East County. Bien sûr, ces enquêtes étaient plus urgentes pour nous. 4 années s'écoulèrent. La plupart des femmes assassinées étaient des prostituées ou des femmes sans domicile fixe. Par conséquent, Liz Remington n'avait pas été considérée comme une des victimes du tueur en série à l'époque. Son dossier fut cependant réouvert lors de la mise sur pied d'une commission d'enquête spéciale.
Les détectives consultèrent les rapports de la police et les déclarations des voisins de la victime. Les voisins étaient très proches de Liz et lui donnaient un coup de main dès qu'ils le pouvaient. Avec le temps, la tension au sein du couple avait augmenté et les voisins s'étaient inquiétés pour elle et les enfants. L'un d'eux avait même noté ce qui s'était passé à la maison après sa disparition. La relation entre Liz et Dan Remington était à ce point houleuse qu'il avait essayé de vendre la voiture de son épouse sans demander son autorisation. Liz était furieuse et le couple avait eu une violente altercation. Selon un des voisins, la seule raison pour laquelle Dan n'avait pas pu vendre la voiture était que Liz était la seule à en détenir une clé et qu'elle avait refusé de la lui donner. Les policiers se rappelaient pourtant que le jour de sa disparition, Dan leur en avait remis une. Quelqu'un l'avait également aperçu peu après la disparition de sa femme en train de combler un ravin au fond de sa propriété. Il allait d'ailleurs souvent se promener dans cette partie de son terrain. Pourtant, il ne s'y aventurait que très rarement avant la disparition de sa femme. Fait étonnant, comme l'enquête n'avait jamais été fermée, la voiture de Liz se trouvait toujours à la fourrière de la police. Dan avait intenté des poursuites pour la ravoir, mais n'avait pas obtenu gain de cause. Techniquement, la voiture était toujours une pièce à conviction. Les experts allaient pouvoir l'examiner à nouveau. La première chose qu'ils constatèrent, c'est qu'il y avait des pièces de monnaie dans le cendrier. Pourquoi Liz avait-elle demandé des pièces de monnaie pour téléphoner si elle en avait déjà ? Peut-être s'agissait-il d'un homicide après tout. Et peut-être la crevaison n'était-elle pas accidentelle. Le pneu de la voiture de Liz fut envoyé au manufacturier de pneus Goodyear à Akron, dans l'Ohio. Cette entreprise dispose d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des crevaisons. Le pneu fut examiné encore monté sur la jante. Il n'y avait aucun signe d'un quelconque dommage. Seul un petit trou avait causé une lente fuite d'air. Une fois la cause de la fuite identifiée, l'analyste en chef Chester Patterson démonta le pneu et l'examina de plus près. Il tira la conclusion que le pneu s'était dégonflé une fois la voiture arrêtée. Le pneu était intact. Nous n'aurions même pas pu avertir le conducteur de ce véhicule que l'air s'en échappait parce que dans ces cas-là, le pneu commence à se décoller de la jante et cela provoque des dommages apparents. Mais rien de cela n'affectait ce pneu. Patterson remarqua bientôt quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 35 ans de carrière. Le pneu de la voiture de Liz Remington avait été crevé de l'intérieur. Quelqu'un avait donc volontairement percé le pneu. Près de 4 ans après la disparition de Liz Remington, les enquêteurs purent enfin obtenir un mandat de perquisition de la résidence de Dan Remington. Les agents ne découvrirent rien de significatif à l'intérieur de la maison. Ils espéraient trouver quelque chose à l'extérieur. À l'aide d'une pelle mécanique, la police fit creuser le ravin au fond de la propriété.
Cela faisait peut-être 2 ou 3 heures que nous creusions lorsque la pelle mécanique est restée accrochée à un bout de clôture de métal qui était posé à plat. Nous avons arrêté l'excavation. Sous la clôture, il y avait une roue. Il s'agissait de la roue de secours de la voiture de Lise. Sous cette roue, la police découvrit le corps d'une femme enveloppée dans un drap. Cette affaire de disparition était donc après tout un meurtre. Dan Remington fut arrêté. La prochaine étape consisterait à identifier la victime découverte sur sa propriété. On fit appel à un anthropologue judiciaire. Ce dernier constata que la victime était une femme de couleur blanche, morte des suites d'un coup porté à sa tête. Elle avait environ 30 ans et était de la même taille que Lise Remington. La police était convaincue avoir retrouvé le corps de Lise Remington, mais devait en faire la preuve avant de passer aux accusations. On fit appel à l'expert Norman Sperber afin qu'il examine la dentition de la victime. La résolution de cette enquête reposait sur les dents de la victime. Les dents sont ce qui résiste le mieux au temps. Nous avions la chance de disposer des radiographies dentaires de Lise, et nous sommes parvenus à radiographier les dents de la victime parce qu'elles étaient restées en bonne condition. En comparant la forme et la position des obturations et des dents de la victime à celles de Lise Remington, l'expert Norman Sperber conclut qu'il s'agissait bien de la même personne. Lise Remington avait enfin été retrouvée. La présence du drap indiquait peut-être que la victime avait été tuée pendant la sieste quotidienne qu'elle prenait avant de partir travailler. Dan avait ensuite transporté le corps de sa femme jusqu'au ravin. Il l'avait enterré sommairement avant de louer l'équipement approprié pour l'enterrer à 3 ou 4 mètres de profondeur. Il était ensuite revenu sur les lieux et avait remplacé le bon pneu par celui qu'il avait crevé au préalable. Le lendemain matin, il avait signalé la disparition de son épouse, convaincu que la police ne remonterait jamais jusqu'à lui. Il ignorait que la présence d'un tueur en série forcerait la police à mobiliser toutes ses ressources et qu'elle serait alors en mesure d'élucider son meurtre. Bien qu'il ne soit guère possible de connaître le mobile exact de Dan Remington, la police croit qu'il avait honte de l'échec de son mariage et qu'il refusait de partager la moitié de ses biens. En octobre 1992, il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Remington s'était donné beaucoup de peine pour cacher son crime. D'autres meurtriers ont parfois une approche différente, mais leur crime n'en est pas moins difficile à élucider. Le 21 septembre 1995, une femme découvrit un cadavre dans la forêt de Boise, dans l'Idaho. Des sacs de plastique attachés avec du ruban adhésif recouvraient la tête et les pieds de la victime. À en juger par l'état de décomposition, le corps était là depuis quelques jours. Il n'y avait aucune pièce d'identité. Le meurtrier n'avait pas tenté de camoufler le corps, qui semblait plutôt avoir été jeté là en vitesse. À cause de la position du corps et des sacs de plastique, les enquêteurs ne pouvaient même pas déterminer le sexe de la victime sans déranger la scène du crime. Comme il était impératif de détruire le moins d'indices possible, les détectives envoyèrent le corps à la morgue tel quel, où il fut examiné par le médecin légiste selon un protocole très strict. Ce dernier commença par couper le ruban, puis il enleva les sacs et les mit de côté.
La victime était une femme d'environ 60 ans. Elle avait été étranglée. Il était probable qu'on l'avait tuée dans un autre endroit, que son corps ait été enveloppé puis transporté dans la forêt où on l'avait découvert. Elle correspondait à la description d'une certaine Wanda Kuzmitchev, dont la disparition avait été signalée 6 jours plus tôt. C'est son second mari, Ben Kuzmitchev, qui avait téléphoné à la police lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle ne rentrait pas du travail. Le couple était marié depuis seulement 4 mois. Ils venaient de prendre leur retraite. Il arrivait cependant à Wanda de faire de l'entretien de bureau à l'occasion. Ben était un immigrant russe. Il avait été le directeur artistique du Idaho Ballet, mais travaillait lui aussi à l'occasion pour le compte d'une entreprise de sécurité. Lorsque la disparition de Wanda avait été signalée, les détectives s'étaient d'abord demandé si elle avait tout simplement décidé de quitter ce deuxième mari. Mais elle n'avait emporté aucun de ses biens et bijoux. Sa voiture, cependant, avait disparu. Les sacs étaient donc les seuls indices dont la police disposait. Ils étaient d'autant plus précieux. C'est la spécialiste Cynthia Hale qui fut chargée de les examiner. Dans cette enquête, nous n'avions pas l'arme du crime. Nous ne disposions d'aucun témoin et l'endroit où le corps avait été découvert n'était pas la scène du crime. Tous ces éléments jouaient contre nous. Cynthia Hill exposa les sacs à la vapeur de supercolle dans l'espoir de trouver des empreintes digitales. Cette colle a la propriété de s'accrocher aux empreintes et de les préserver. On peut ensuite appliquer une poudre sur les empreintes qui les rend apparentes. Puis elles sont photographiées et classées. Il y avait une empreinte sur le sac enroulé autour de la jambe de la victime. Malheureusement, en l'absence d'un suspect, il était impossible de procéder à une comparaison. Ben Kuzmitchev fut convoqué pour donner ses empreintes. Lorsqu'un homicide se produit, il est normal que la police demande au conjoint de fournir ses empreintes. Cette formalité permet d'éliminer immédiatement la possibilité qu'il soit impliqué dans le meurtre. Dans ce cas-ci, cependant, ce n'est pas ce qui se produisit. L'empreinte sur le sac était bien celle de Ben. Mais cela ne signifiait pas forcément qu'il était impliqué dans le meurtre de son épouse. Si le sac provenait de la voiture de la victime, il était possible que Ben l'ait manipulé avant le meurtre. L'empreinte était située sur la section par où, normalement, on prend un sac pour le transporter. En termes de preuve, cette empreinte n'avait aucune valeur. Cynthia Hill avait de bonnes raisons de croire qu'il y avait d'autres empreintes, mais elle ne disposait pas de la technologie requise pour les prélever. Elle appela le laboratoire judiciaire de la Gendarmerie royale du Canada en espérant qu'on pourrait l'aider. Elle prit soin de bien empaqueter ses sacs et les envoya à Ottawa. Entre-temps, les détectives avaient enfin retracé la voiture de Wanda Kuzmitchev. Plus d'une semaine s'était écoulée depuis la découverte de son corps. La voiture avait été abandonnée dans un stationnement à seulement 6 km de l'endroit où on avait découvert le corps de la victime. La police examina le véhicule à la recherche d'empreintes. Il y en avait 2 sur le dessus du coffre arrière. Elles avaient sans doute été laissées là par quelqu'un alors qu'il refermait le coffre. Le coffre de la voiture était vide, ce qui était plutôt étrange. Pour le détective David Smith de la police de Boise, ce fait était assez éloquent. Lorsque j'ai interrogé les membres de sa famille, ils m'ont dit qu'elle traînait toujours des documents des témoins de Jéhovah dans le coffre de sa voiture. Il était si plein qu'on ne pouvait rien y mettre d'autre. Pourtant, cette fois-ci, le coffre était vide, sauf une tache de sang qui appartenait à la victime.
Celui qui avait mis le corps dans le coffre avait aussi laissé son empreinte sur le levier de vitesse. Les empreintes sur le coffre et le levier de vitesse appartenaient à Ben Kuzmitchev. Les détectives étaient à nouveau confrontés au même problème. Comme la voiture appartenait à son épouse, il était tout à fait plausible qu'il y ait laissé ses empreintes. Mais il était tout de même étrange que ces empreintes soient les seules que l'on ait trouvées, d'autant plus que Ben avait dit que Wanda avait été la dernière à conduire son auto. Les faits indiquaient plutôt que c'est lui qui avait été le dernier conducteur. Ben Kuzmitchev avait peut-être menti. Il faudrait approfondir l'enquête. Lors de l'examen du siège de la voiture, les spécialistes relevèrent un autre indice. Wanda mesurait 1,58 m et pesait environ 63 kg. Pourtant, il me semblait que le siège était très loin du volant pour une femme de sa stature. J'ai demandé à une femme de la même taille de s'asseoir dans la voiture. Elle était incapable de rejoindre les pédales en étant à l'aise. J'ai ensuite demandé à un homme de la même stature que Ben, c'est-à-dire mesurant 1,78 m et pesant environ 86 kg, et ce dernier était tout à fait confortable. Les résultats étaient concluants. Ben avait menti. Mais ça n'en faisait pas encore un meurtrier. De leur côté, les experts de la Gendarmerie royale du Canada avaient terminé l'analyse des sacs qui avaient servi à envelopper le corps de Wanda Kuzmitchev. Grâce à une technologie de pointe, ils étaient parvenus à prélever les fragiles empreintes du sac de plastique. L'analyse consiste à placer les sacs dans une chambre à dépression, puis à les bombarder d'ions d'or. Cet or s'accroche au plastique, mais pas aux empreintes digitales, car elles sont grasses. Le sac est ensuite soumis à du zinc ionisé, qui ne s'accroche qu'à l'or, laissant les empreintes à découvert et créant ainsi un contraste. Ce procédé permit de révéler une empreinte additionnelle sur le sac. Contrairement à la première empreinte, Cynthia Hill trouva la seconde très incriminante. La seconde empreinte, révélée grâce à cette technologie de pointe, démontrait qu'il avait saisi le sac de plastique avant d'enrouler Wanda de ruban adhésif. Et cette empreinte, son empreinte, était la seule à indiquer cela. Cette preuve était très importante, mais les enquêteurs ne voulaient rien laisser au hasard. Ils espéraient encore trouver de nouveaux indices. Prouver que le conjoint était l'auteur du meurtre sur la base de quelques empreintes ne serait pas facile. Grâce aux empreintes et aux autres pièces à conviction, les enquêteurs purent obtenir un mandat de perquisition de la maison de Kuzmitchev. Il n'y avait rien de particulier, sauf peut-être des dépliants des témoins de Jéhovah qui auraient normalement dû se trouver dans la voiture de la victime. Cette preuve indirecte laissait à nouveau croire que Ben était impliqué dans le meurtre de sa femme. En janvier 1996, soit 4 mois après l'homicide, les détectives étaient toujours penchés sur le cas de Ben Kuzmitchev. Ce dernier, sans doute effrayé par l'accumulation de preuves, annonça qu'il repartait pour la Russie. La police n'avait pas d'autre choix que de procéder immédiatement à son arrestation pour le meurtre de Wanda. S'il parvenait à retourner dans son pays natal, il deviendrait impossible de le faire extrader. La police espérait avoir accumulé suffisamment de preuves pour le faire condamner. L'aide vint d'une source inattendue. Kuzmitchev s'était confié à son compagnon de cellule. Ce prisonnier, troublé par l'absence de remords de Kuzmitchev, avait décidé de rapporter ses informations aux autorités, même s'il n'avait rien à y gagner. Ben et son compagnon de cellule regardaient les infos à la télévision
lorsque les journalistes ont annoncé que nous disposions d'un témoin qui déclarait avoir vendu à Ben le ruban adhésif et les sacs. Le compagnon de cellule nous a dit que Ben avait trouvé ça drôle, qu'il avait bien acheté des sacs de cette dame, mais que ce n'était pas ceux-là qu'il avait utilisés au moment du meurtre de sa femme. Bien que cette preuve fût fondée sur du oui-dire, elle donnait tout de même du poids à la poursuite. Il était maintenant impossible d'obtenir de nouveaux indices. Il fallait espérer que Ben ne serait pas libéré et qu'il ne pourrait pas retourner en Russie. D'après des informations obtenues par la police, la lune de miel de Ben et Wanda n'avait pas duré longtemps. Il dépendait d'elle financièrement, mais voulait retourner dans sa terre natale. Elle avait refusé de le suivre. Leur animosité n'avait cessé de grandir jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. Il l'avait étranglée, l'avait ensuite enveloppée dans des sacs de plastique, avait vidé le coffre arrière de sa voiture, l'y avait mise, puis s'était débarrassé du corps dans la forêt. Il avait ensuite abandonné la voiture dans un stationnement. À la fin de son procès, Ben Kouzmitchev fut jugé coupable de meurtre au second degré et condamné à 21 ans de prison. Lorsque l'auteur d'un meurtre est le conjoint de la victime, prouver sa culpabilité est très difficile. Heureusement, le mariage de la science et de la criminalistique donne des outils additionnels aux détectives et permet que justice soit rendue.